Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 31e web émission Médici. Ici Yannick Clérouin, conseiller, en compagnie de Pierre-Olivier Langevin. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Yannick. Pierre-Olivier, gestionnaire de portefeuille. Aujourd'hui, on a deux questions qui portent sur des entreprises et Oui. une question qui porte sur le régime enregistré d'épargne-études. Donc, sans plus tarder, Pierre-Olivier, on va commencer par Oui. la première question qui parle, oui, d'une entreprise, mais la sous-question, en fait, porte plutôt sur la pondération dans un titre. Mhm. Samuel, via Facebook, qui nous demande quelle pondération maximale investissez-vous dans un titre? J'ai personnellement augmenté ma participation dans la pharmaceutique Knight, qui est une entreprise montréalaise, à un niveau de 30%, ce qui apparaît très élevé. Donc, Oui. Pierre-Olivier, qu'en penses-tu d'investir 30% dans une entreprise? Écoute, après ma barre, c'est pas la première fois qu'on se fait poser cette Mhm. question-là. Puis Samuel, il nous disait, bon, mais à part Berkshire Hathaway, parce qu'on est déjà sorti publiquement pour dire que nous, notre maximum chez Oui. Medici, c'est 10%. On n'excède pas 10% dans un titre, sauf quand il y a un conglomérat diversifié, par exemple. Donc, Berkshire Hathaway, on voit à Oui. l'écran Warren Buffett, son PDG. Ça, Oui. c'en est un bon exemple de conglomérat. Oui, auquel on se permettrait justement d'aller Mhm. au-dessus. Puis c'est parce que c'est très diversifié, il n'y a pas de risque de contagion, à notre avis. Par exemple, il arriverait un scandale dans la division Precision Castparts. Euh, on ne pense pas que ça influencerait les compagnies de services publics. On ne pense pas que ça aurait un impact sur le portefeuille d'investissement en actions. Donc, quand vous avez vraiment plusieurs unités Mhm. qui opèrent en vase clos de façon décentralisée, on peut s'autoriser à avoir une pondération importante parce que notre risque de perte permanente en capital nous apparaît virtuellement nul. D'accord. Oui. Mais pour répondre clairement à Samuel, en ce qui Mhm. a trait à une entreprise comme Knight, est-ce qu'on serait prêt à aller jusqu'à 30%? Non, mais la réponse est non. Ben, premièrement, nos équipes d'analyse chez Medici, on connaît plusieurs entreprises qu'on trouve intéressantes. Mhm. Donc, je ne crois pas qu'on va arriver à un niveau où on aurait besoin d'avoir 30% dans une entreprise. On connaît suffisamment de bonnes entreprises pour avoir un portefeuille un peu plus diversifié. Ceci dit, on peut se tromper en investissement. Oui. Même si on a une conviction importante, si vous mettez 30% dans une entreprise, il peut toujours arriver quelque chose que vous n'avez pas prévu. Une malversation, une fraude, un PDG qui se fait rentrer dedans par un face-à-face en auto, par exemple. Il peut arriver Ben, c'est toutes ça, sortes. puis ça, c'est vraiment sorti du champ gauche, mais ça a été le cas du PDG de Knight, M. Ben oui. Goodman, qui a eu un accident en vélo et ça a failli lui coûter la vie. Donc, c'est Mhm. quelque chose qui était totalement inattendu. Donc, ça, ce sont des risques qu'on n'a peut-être pas en tête, mais qu'il faut toujours avoir. Puis, si tu me permets, Yannick, on se considère comme le fiduciaire de notre client. Mhm. Nos clients, bien souvent, ils nous confient la totalité de leurs avoirs financiers. Oui, Et pour eux, c'est leur fonds de retraite. Alors, si vous faites une connerie, OK, investir 30% dans une entreprise, puis vous trompez, ce qui oui, peut très bien arriver, si vous faites ça, vous êtes en train de, excusez-moi l'expression, là, mais scraper la retraite de votre client. C'est la dernière chose qu'on veut faire. oui. Donc, on veut avoir une pondération qui est suffisante pour que nos convictions puissent avoir un effet sur le Pour rendement. faire une différence, pour battre le marché, qui est notre objectif ultime, Mhm. tout en gérant le risque. Oui, mais on ne veut pas non plus avoir 100 titres avec une pondération de 1% où là, on est carrément éparpillé dans le Ouais, portefeuille. on dilue le capital, puis finalement, on réussit jamais à battre le marché. Fait que le juste équilibre, c'est 10%. Est-ce que c'est bête pour un jeune Comme en Samuel, accumulation qui a encore beaucoup de capital humain d'investir 30% dans Nike? Pas vraiment. Je ne crois pas que Samuel prend des risques excessifs, mais il peut toujours avoir une perte importante qu'il n'aurait pas prévue. donc il faut en être conscient et pour nous, chez Médici, on trace la ligne à 10%. Voilà. Donc, deuxième question, Pierre-Olivier. Oui, oui. Donc c'est Luc par courriel
qui se pose des questions sur le régime enregistré d'épargne-études. Mhm. Donc, lui, il a 3 enfants âgés de 7, 10 et 12 ans. Et il se demande ben, comment il peut optimiser la gestion du REE. Ben, c'est une excellente question, Pierre-Olivier, parce que je me trouve dans cette situation-là aussi. Et tout comme Luc, j'ai cherché moi-même à optimiser ma situation dans les Mhm. dernières années parce qu'il faut le dire, quand vous avez 3 enfants en bas âge, pour régler les dépenses liées à l'école, à la maison, à la voiture et tout le reste qui vient avec, bien, Mhm. on peut se dire que des fois, le REE peut passer en dernier. Donc, arrivé à un certain âge, bon, les choses se stabilisent, le salaire augmente, on a peut-être un petit peu plus de capital, et là, on se dit, il faudrait peut-être que je rattrape le temps perdu. Donc, quelles sont les possibilités de le faire? Mhm. Ben, tout d'abord, il faut rappeler la base, hein, Pierre-Olivier. On Oui. peut cotiser 2500 dollars par année par enfant pour obtenir les cotisations maximales au REE. Et avec ça, on obtient 30 de subvention. Donc, c'est en quelque sorte C'est- un rendement garanti. C'est le plus généreux des régimes, hein, le REA, donc il ne faut pas passer à côté. Et si Mhm. on n'a pas la possibilité de le faire, sachez qu'on peut rattraper le temps perdu une année à la fois en cotisant 5 000 par enfant. Donc, ça fait quand même une bonne somme de 15 000 Pierre-Olivier, Et par avec, année. avec le 5 000 la personne va recevoir les deux subventions, finalement, Fédérales et provinciales, donc elles vont être équivalent maximisées. aux 2 années. C'est ça, exactement. Parfait. Donc, ça, c'est une première solution, mais qui ne s'offre pas nécessairement à tout le monde. Il y a des gens qui se trouvent peut-être dans une situation où leur enfant a, par Mhm. exemple, 7, 8, 9 ans, ils n'ont pas cotisé encore au REE. Il faut savoir que l'âge critique, Pierre-Olivier, c'est 10 ans pour obtenir le maximum des subventions versées par le fédéral et le provincial. Moyennant le rattrapage. Je vois, Yannick, que dans tes points, tu as un point en dernier recours. En quoi ça consiste? Ben, avant de parler du dernier recours, Pierre-Olivier, si tu me permets, j'avais également mentionné qu'on Ah, peut ben oui. faire appel aux grands-parents. Oui. C'est pas nécessairement évident d'expliquer aux enfants que grand-papa, grand-maman va donner cette année un cadeau en argent qui va servir plus tard aux études, Ah plutôt oui. que la fameuse poupée LOL tant désirée. Ceci dit, selon moi, c'est un excellent cadeau à offrir pour la progéniture. Ils vont apprécier davantage, mais plus tard. C'est ça, c'est ça. Entre-temps, il faut faire un petit travail d'éducation, peut-être Mhm. même auprès des grands-parents qui seront peut-être plus tentés de gâter immédiatement Mhm. l'enfant que plus tard. Mais bref, sachez que c'est une belle solution à explorer. Et enfin, le dernier recours, Pierre-Olivier, ça serait de faire appel à l'emprunt. Euh, OK. donc, pour essayer de rattraper le temps perdu, mais il faut savoir que ce n'est pas indiqué pour tout le monde. Il faut bien analyser la situation. Du cas par cas. C'est ça exactement, parce que oui, on l'a peut-être recommandé dans le passé, mais il faut vraiment prendre les mesures nécessaires parce que Mhm. emprunter pour investir, c'est pas quelque chose que l'on recommande à la base à tout le monde. Mais on peut savoir que dans l'arsenal des situations, dans des mesures Mhm. possibles pour rattraper le temps perdu, ben, c'est à envisager. Oui, puis comme on a une subvention de 30 qui vient avec ça, on peut rapidement avoir l'intérêt de la Exact. manœuvre. Voilà. Mm. La troisième question, Pierre-Olivier, porte Oui. sur Six Flags, qui est l'exploitant de la ronde et d'une ribambelle de parcs thématiques. Mhm. Six Flags qui a bâti plusieurs parcs en Chine maintenant, dans des pays émergents où il y a plus de croissance. Ça prend beaucoup de capitaux. Euh, Oui. L'entreprise, ces dernières années, Pierre-Olivier, a eu une belle croissance autant sur le plan financier qu'en bourse, on le voit. Mais récemment, le titre, comme on peut le voir à l'écran, là, a Mhm. connu une période de faiblesse. Et je reviens en arrière pour parler de la question de François,
qui nous a demandé si on jugeait le titre attrayant, lui qui se négocie à moins de 15 fois les bénéfices et qui verse un généreux dividende dont le rendement avoisine les 7% par année. Mais je dirais qu'au-dessus de l'évaluation, là, il faut aller voir c'est quoi cette entreprise-là. Six Flags, c'est un opérateur de parc d'attractions. Donc, tu l'as dit, Yannick, il y a beaucoup d'investissements en capital qui sont nécessaires pour les manèges. Mais si on regarde vraiment le rapprochement entre les revenus et les dépenses sont difficiles à compresser. Peu importe la quantité de personnes que vous allez avoir qui vont entrer au parc d'attractions, vous avez besoin de gens pour opérer les manèges et tout ça. Donc, c'est pas facile à moduler, là, ces dépenses-là. Non, c'est ça. Vous avez des dépenses assez fixes, si je peux le dire comme ça. Et les revenus, bien, ça dépend vraiment de l'achalandage dans les parcs, qui peut être très cyclique. Si vous êtes dans une année où l'économie est difficile, l'achalandage va être beaucoup plus faible. Vous êtes La météo, on est à la merci de la météo, hein, si on se croise les doigts pour qu'au Québec fasse beau cette année, mais il arrive des années où le mauvais temps peut jouer en défaveur de Six Flags. Puis si on regarde, par exemple, la dernière période qui a été vraiment difficile pour Six Flags, c'est vraiment pendant la crise financière. Et de 2008 à 2009, si on regarde le rapport annuel, les revenus ont baissé de 11%. Oui. Les dépenses d'opération ont baissé de seulement 1% sur des revenus en baisse de 11%. Donc, on voit vraiment l'écart, là. Qu'est-ce qui est arrivé au bénéfice opérationnel? Il est passé de 161 millions de dollars en 2008 à 68 millions en 2009. Donc, une bonne montagne russe, si on peut dire. Oui, puis ça fait très mal. Et ce qui arrive avec Six Flags, c'est que lorsqu'on jette un coup d'œil à son bilan financier, ils ont une dette de 2,2 milliards qui équivaut presque à 5 fois leur bénéfice d'opération, le bénéfice avant impôts et amortissement. Et intérêts, sans les amortissements. Sans les amortissements, d'accord. Donc, c'est un endettement qui est très élevé dans une situation où l'entreprise est dans un contexte économique favorable. Alors, si demain matin, il y a une récession, moi, ce que je crois, c'est que cette entreprise-là est à risque de faire faillite parce que la dernière chose, c'est que le dividende et les rachats d'actions, c'est presque tout le capital qui est généré à chaque année. Donc, ils ne se gardent pas de munitions en cas d'ennuagement de l'horizon, si on veut. Moi, c'est un cas typique là, de ce qu'on en voit. Là. On n'est pas des grands spécialistes, mais voyant les états financiers, c'est un cas typique de risque de faillite à la prochaine récession. Donc, si on m'obligeait à prendre position dans ce titre-là, ce serait plus à titre de vendeur à découvert qu'à titre d'investisseur. C'est pas quelque chose probablement que tu vas recommander de faire, mais au vu de la situation, il y a plusieurs drapeaux rouges, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec Six Flags, que tu vois à l'horizon de l'entreprise. Moi, j'éviterais l'entreprise tout simplement. Passer à autre chose. Puis si l'entreprise est intéressante, laissez-lui le temps de faire faillite là, dans une récession, de se restructurer, et à ce moment-là, vous considérez l'investissement. Mais je n'y toucherai pas avant ça. Parce qu'il faut le mentionner, l'entreprise s'est déjà restructurée par le passé et ce sont les actionnaire qui y ont goûté. Donc, il faut toujours garder en tête. Puis, j'apprécie beaucoup que tu reviennes dans le passé pour expliquer aux gens ce qui peut arriver dans le futur. Parce que si on remonte jusqu'à 2011, puis on regarde, là, notre graphique ne remonte pas jusqu'à 2011, on ne peut pas le voir. Le titre a connu une appréciation assez importante. Mais c'est juste avant où la situation était plus critique. Et ça, malheureusement, avec la restructuration, on ne peut pas le voir sur le graphique, mais le retour en arrière nous indique beaucoup de choses. Je ne pourrais pas mieux dire. Bien, ça complète notre web émission de cette semaine. On remercie tous ceux qui ont accordé du temps à nous écouter, en apprendre un petit peu plus sur la bourse et les finances personnelles. Sachez que vous pouvez toujours nous joindre par courriel via Facebook pour nous poser de questions. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Ou sur notre site web gpsmedici.ca. Pierre-Olivier, un grand merci. Merci Yannick. Ça me fait plaisir. À la prochaine.